Merci, Monsieur le Président. Merci pour m'avoir invité à participer à cette journée scientifique. Euh, et je souhaite plein de réussite à cet événement. J'aurais aimé être parmi vos chers et en os, mais pour diverses raisons, j'ai été contraint à présenter ma communication euh, en visioconférence. Comme ça a été dit, ma communication est intitulée Essayisme selon les sources médiévales arabo-musulmanes, et dans laquelle j'aborderai un certain nombre de points concernant l'essayisme et que je relevais dans un certain nombre de sources. Majeurs et autres. Donc, la sismologie représente une tentative générale, une tentative. Les sismologues essaient de prédire les séismes. Donc, ceci nécessite une série d'informations et de documents historiques qui peuvent aider à calculer les indicateurs appropriés des zones de faiblesse de la croûte terrestre. Les sources historiques, les annuaires, les livres et autres documents sont très intéressants sur le sujet et peuvent être considérés comme des sources importantes pour le suivi des événements sismiques. Il convient de noter que les événements sismiques ont fait l'objet d'une attention particulière dans les récits arabes. Quant aux livres qui ont été écrits sur le sujet, donc ils sont très rares. Donc concernant les livres spécifiques pour les tremblements de terre ou qui ont réservé des chapitres un peu longs sur le sujet. Donc c'est une dizaine de livres. Je cite ici, par exemple, la raison de l'apparition de vent à l'intérieur de la Terre provoquant de nombreux tremblements de terre et éclipses d'Ibn Nadim. Alors, que Ibn Nadim a attribué à Al-Kindi, auteur du 9e siècle. Avertir l'occurrence des tremblements de terre d'Ibn Asakir, auteur du 12e siècle. Et j'arrive enfin au le 9e document, c'est révéler la résonance dans la description du tremblement de terre par Jalaluddin Suyuti, auteur du 15e siècle. À ceci s'ajoute un ou deux livres qui ont été rédigés après, donc après le Moyen-Âge. Mais donc il y a cette dizaine de livres qui se sont intéressés au séisme. D'autres ont été écrits récemment sur l'historiologie des séismes, sont aussi très rares. Je peux compter des livres soit consacrés au séisme, soit consacrés en général aux catastrophes naturelles et qui ont réservé des chapitres ou un chapitre pour les séismes. Ils ne dépassent pas les doigts de la main. Les articles sont de l'ordre d'une dizaine. Pour le dernier livre que j'ai cité, le livre de Jalaluddin Suyuti, il est considéré comme l'un des livres et traités les plus importants sur le sujet. Il contient un compte rendu des événements sismiques survenus avant et après l'émergence de l'islam jusqu'à l'an 1500. Ce tenait à clarifier la date du tremblement de terre
les villes qui ont été touchées, les phénomènes qui l'accompagnent. Le professeur Sadani, l'un des investigateurs de ce livre, dit dans l'introduction de ce livre que Seyuti n'a ménagé aucun effort pour transmettre l'image vivante des forces de tremblement de terre du moment de leur apparition, de leur durée, de leur fréquence, de leur déroulement et leur retour et leur ampleur, malgré les moyens de travail modestes à disposition à cette époque. Et cela pour donner un bilan précis donc de l'intensité des tremblements de terre. As-Seyuti a remarqué des choses qui contribuent à expliquer la force des tremblements de terre. Parfois, il nous donne le poids d'une pierre tombée du ciel lors du tremblement de terre. Il mentionne la mesure d'une fissure provoquée par le tremblement et parfois il mentionne les conditions des gens, leur agitation, l'effet du tremblement de terre sur eux, le nombre de morts, etc. Donc, en quelque sorte, c'est une ébauche de ce que l'échelle de Mercalli utilise pour caractériser l'intensité des séismes. Concernant la définition, la description des types de séismes et les causes, je commence d'abord par la définition et je cite un irréaliste célèbre musulman, Avicenne Ibn Sina, médecin, encyclopède, naturaliste, qui s'est intéressé beaucoup à la géologie. Il définit un tremblement de terre comme étant un mouvement d'une partie de la terre à cause de ce qui se trouve en dessous. Donc, les tremblements de terre ont été décrits dans les sciences arabo-musulmans traditionnelles de différentes manières. Donc ça, c'est une définition, mais les définitions sont rares. On trouve surtout des descriptions. Les descriptions les plus intéressantes comparent les séismes à un mouvement vibratoire souterrain qui fait onduler la terre, ou un tremblement ou frissonnement d'un fiévreux, à un mouvement de tamisage, ou encore à un battement d'aile d'un oiseau. Pour ce qui est des causes des tremblements de terre, donc dans l'Antiquité, les gens attribuaient le tremblement de terre à des causes mythiques et légendaires, telles que le mouvement de la baleine portant la terre au-dessus d'elle, ou le taureau déplaçant la terre qu'il porte d'une corne à l'autre lorsqu'il est fatigué. Cela est resté répandu parmi les gens au moins jusqu'au début du Haut Moyen-Âge. Les idées des philosophes grecs représentent certaines des premières tentatives scientifiques pour expliquer le phénomène sismique. On cite principalement celles d'Aristote dans ses météorologiques, dans lesquelles il présenta les idées de ses prédécesseurs, précisant son point de vue sur leurs idées. Les tremblements de terre ont attiré l'attention de plusieurs érudits musulmans qui ont tenté d'expliquer scientifiquement le phénomène sans se contenter de reproduire les idées d'Aristote et d'autres philosophes. Adnan Hamoudi, un scientifique irakien qui a travaillé beaucoup longtemps dans les universités algériennes, estime que la comparaison entre l'interprétation du tremblement de terre d'Aristote et celle d'Ikhwan Sapa, par exemple, les frères de la pureté, révèle des différences fondamentales entre les deux idées, notamment sur l'origine du vent ou de la vapeur sèche, sur les facteurs d'accumulation du vent à l'intérieur de la Terre, ainsi que au niveau de la source de chaleur qui transforme les eaux de surface en vapeur sèche. Les idées de Jabir ibn Hayyan, Ikhwan al-Safa, Ibn Sina, al-Qazwini et d'autres peuvent être considérées comme une contribution intéressante au développement de la perception scientifique des tremblements de la Terre et de la structure interne de la Terre. Ces idées sont d'une grande importance dans l'histoire de la sismologie en particulier et l'histoire de la géologie en général. Les plus importantes de ces idées peuvent être résumées comme suit. Les causes de la plupart des tremblements de terre se trouvent sous terre. Les corps qui peuvent bouger et faire bouger la terre sont soit gazeux, soit liquides, pierreux ou du feu, ce qui reflète une évolution de la pensée géologique concernant la terre, sa nature et ce qui pourrait s'y passer.
Ces facteurs ont une force et une influence inégales. Le vent, selon Ibn Sina, est différent de celui d'Aristote. Al-Qazwini peut être considéré comme l'instigateur ou le premier qui a parlé de ce qu'on pourrait appeler ou on peut appeler l'énergie sismique, donc une énergie interne. La chute des météorites et leur collision avec la surface de la Terre est considérée comme l'une des causes bien connues des tremblements de terre. Certains naturalistes musulmans, dont Jabir bin Hayyan, croyaient que les tremblements de terre étaient liés à des phénomènes astronomiques. Il ressort clairement que les causes les plus importantes des tremblements de terre sont des mouvements de la Terre résultant des mouvements de corps internes, la subsidence ou l'affaissement de la Terre, l'impact des météores contre la surface de la Terre. Ce sont en gros les mêmes causes de séisme connues des sismologues modernes. En ce qui concerne la classification des séismes, on pense que la première classification pourrait être attribuée à Ibn Sina. Il s'agit d'une classification génétique selon laquelle Ibn Sina divise les tremblements de terre en trois catégories. Des séismes d'effondrement, des séismes d'affaissement et des séismes ou des tremblements de terre volcaniques. Donc ça, c'est concernant l'origine. Une autre classification attribuée à Ibn Sina est basée sur la nature de la secousse qui provoque le tremblement de terre, selon laquelle il distingue des séismes craquois, dans lesquels l'effet du tremblement de terre est essentiellement vertical et rectiligne, des tremblements de terre convulsifs, dans lesquels l'effet du tremblement de terre est latéral, ce sont des ondes transversales, et les tremblements de terre en échelle, ou dans lesquels l'effet des secousses est à la fois vertical et latéral. On trouve également beaucoup d'informations sur l'intensité des séismes, à savoir les dégâts matériaux et les pertes humaines. Mais dans le complet en histoire de Ibn al-Athir, on note par exemple 29 citations sur les séismes avec une qualification. Donc, dans ses récits sur les séismes, parfois il qualifie les séismes d'énormes, parfois de très forts, parfois de grands, de moyens ou sans qualification. Donc, sur ces 29 séismes cités par Ibn al-Athir, 13 sont des séismes énormes, 10 sont très forts et 4 sont sans qualification. Donc, dans les textes que j'ai consultés, il est possible de déduire certaines informations relatives à l'intensité des séismes. Je dois préciser que, principalement, j'ai consulté à peu près 328 documents. Donc, une centaine de pages de citations que j'ai pu consulter sur un site. Donc, ce sont des documents numérisés. Donc, je n'ai pas eu affaire à tout ce qui a été écrit. Donc, beaucoup sont de ces livres de l'héritage arabo-islamique sont numérisés sur des sites comme des bibliothèques sur Internet. Donc, j'ai eu accès à plus de 300 de ces documents. Donc, j'ai dit une centaine de pages de citations. Donc, par exemple, Maqrizi parle du séisme du 29/6/1170. Il dit, après le lever du soleil, un énorme tremblement de terre s'est produit à Damas. Donc, suite auquel des balcons de la mosquée des Omeyyades se soient effondrés et les têtes du minaret est-ouest étaient fissurées et le minaret nord tremblait comme tremble une fronde sous un vent violent. Donc, il importe, à propos des intensités des séismes, de noter les caractéristiques suivantes. Donc,
on note une grande diversité dans l'intensité des séismes cités, une variation de l'intensité des séismes dans le temps, ainsi qu'une variation de l'intensité dans l'espace. Ce tableau résume un certain nombre de pertes humaines causées par des événements sismiques. Donc, on a des événements à Mossoul, à Pont Sabour, au Caire, à Tabriz, en Palestine et en Égypte, à Alep, etc. Donc, on peut dire que le nombre de victimes varie considérablement d'un tremblement de terre à l'autre, puisque les chiffres cités varient d'une victime causée par le tremblement de terre du 22-1288 au Caire à plus d'1 million de victimes résultant des tremblements de terre de l'an 1202 en Égypte, au Levant, dans le Caucase et ailleurs. Donc, le nombre cité par presque au moins 3 auteurs est 1 100 000 victimes mortes. Un autre aspect de la caractérisation des séismes qu'on trouve dans ces documents, c'est le discours concernant l'intensité, la durée et l'extension. Donc, il ressort des textes d'El-Masoudi, par exemple, sur le tremblement de terre, que le Levant et les parties de l'Anatolie orientale caractérisent par l'abondance de tremblements de terre, leur extrême violence, ce qui est cohérent avec la réalité actuelle et avec les conclusions des restantes études. Donc ici, on trouve la localisation des grands séismes du XXe siècle, depuis 1900 à 1980, et qui sont localisés donc principalement au bassin ouest ou bassin méditerranéen oriental, donc en Anatolie et au Levant et dans ces régions. Donc que cette carte montre. Ceci est très cohérent, donc coïncide avec ce qui ressort de ces documents du Moyen Âge. Concernant les répliques, donc ce tableau résume un peu un certain nombre donc la durée et le nombre de secousses, la localisation et le temps, puis la source. Donc on a par exemple le séisme du 23 mai 855 à Téhéran a duré 40 jours. Celui de Khorasan du mois de mai 1066 a duré quelques jours. Et ici, sur le séisme de Damas d'octobre 1138, il a donc 80 à 100 fois. Donc les répliques étaient nombreuses et les répliques ont duré depuis le 17 octobre jusqu'au 5 novembre 1138. Et donc ces documents donc se sont intéressés à relater les faits, les événements sismiques avec leur durée et le nombre de répliques qui ont suivi, donc qui ont suivi le choc principal. Concernant l'étendue et la superficie des séismes, donc parmi les informations importantes relatées par les historiens, géographes et voyageurs au Moyen-Âge à propos de l'étendue des tremblements de terre, on peut citer que les événements enregistrés on peut citer les événements enregistrés dans certaines villes du Levant, les événements qui ont touché la plupart des villes et régions du Levant, les événements qui s'étendirent de la Haute-Égypte à la ville d'Alexandrie et couvrir toutes les villes de la côte égyptienne et du reste du Levant, atteignaient peut-être même la Perse,
et ceux dont l'ampleur a été bien plus grande, comme le tremblement de terre de 1204, s'étendant de Ceuta sur la côte ouest de la Méditerranée jusqu'au Mossoul et l'Irak. Mais concernant la superficie affectée par les tremblements de terre, les citations sont très rares. Je n'ai trouvé qu'une seule citation qui parle d'un séisme qui a couvert une zone de à peu près 25 km sur 25 au Levant. Ces séismes sont précédés, accompagnés ou suivis par un certain nombre de phénomènes et impacts sur la nature. Ces phénomènes et impacts ont bien été relevés par ces auteurs. On peut citer ainsi des tonnerres et des éclairs avant les grands tremblements de terre, les éclipses de soleil accompagnant le grand tremblement de terre, les fumées descendantes du ciel vers la terre accompagnant le tremblement de terre, une séquence de sons très forts pouvant entraîner la mort des gens et des vents chauds appelés samoum et forts qui peuvent durer quelques jours après le séisme. Concernant les impacts cités, on peut noter les impacts suivants: les élévations, les impacts sur le relief, bien sûr, l'élévation et l'affaissement de certaines zones entraînant la formation de collines. Il y a aussi, on trouve des paroles ou des citations sur les glissements et mouvements horizontaux de terrain, sur la fissuration de la terre, les chutes de pierres et l'effondrement de terre, l'explosion de sources d'eau, nouvelles sources d'eau, ainsi que la disparition de rivières et ruisseaux à l'intérieur de la terre. En plus, il est question aussi de raz-de-marée, des tsunamis, qui ont donc aussi fait l'objet ou qui ont été observés par ces auteurs et qui ont été mis en relation avec les tremblements de terre. Concernant les raz-de-marée, donc ces auteurs parlent de l'étendue du retrait de la mer, l'étendue de la transgression ou de la marée haute, le nombre de victimes, l'impact sur le littoral, etc. Donc un certain nombre d'informations concernant ces raz-de-marée et qui peuvent vraiment contribuer à mieux comprendre le phénomène au niveau de la Méditerranée. Autres impacts et conséquences. Donc, avant la préparation de cette communication, donc pour ma présentation à l'ESAISI au 47e congrès de l'UNIGIO, je me suis surtout intéressé à ce qui est en relation avec la géologie, donc la définition scientifique, les impacts sur la nature et les impacts et la caractérisation des séismes, de leurs intensités. Mais lors de la préparation de cette communication, j'ai découvert un autre volet de conséquences en relation avec les séismes, donc les impacts des séismes, les conséquences des séismes. Ces conséquences sont communes aux catastrophes naturelles en général. Ces conséquences sont d'ordre politique, économique, social, culturel et religieux. Donc, dans certains ouvrages, donc par exemple un ouvrage qui traite des séismes ou des tremblements de terre au temps des croisades au Levant, donc parle d'impact ou de conséquences politiques de ces séismes, parmi lesquels, par exemple,
l'auteur cite que les séismes donc étaient un facteur de paix. Donc après les séismes, les belligérants donc étaient obligés d'arrêter la guerre et pour la reconstruction et la restauration des villes et des forts militaires, etc. Donc, il y a aussi des conséquences économiques, surtout après ces catastrophes naturelles, après ces crises. Euh, on, on assiste à des crises économiques. Et donc, il y a surtout à l'effort de reconstruction et de restauration. Sur le plan social, donc on cite au cours et juste après les séismes des comportements, euh, mauvais comportements, des comportements inacceptables. Donc les gens, comment on cite le monopole de marchandises, la falsification de monnaie et de devises. On cite également le, le banditisme, le vandalisme et d'autres comportements euh, inacceptables, donc qui, qui se répandent au temps des séismes ou juste après ce séisme. Mais un historien, un professeur d'histoire à l'université de Perth, Abdelhadi Bayat, s'est intéressé au changement de mentalité en relation avec les catastrophes naturelles, dont les séismes, et cite que au Maroc et en Andalousie, donc du XIIe au XIVe siècle, on assiste à l'émergence de l'esprit solidaire. Donc, suite à ces événements, aussi socialement, euh, on assiste à une solidarité. Cette solidarité publique et des autorités également euh, nous rappelle la solidarité légendaire qui a suivi le tremblement de terre d'El Haouz survenu au Maroc le 8 septembre dernier. Donc tous les Marocains se sont précipités pour apporter toutes les aides possibles de Tanger à El Gouira et également les Marocains de diaspora qui n'ont pas qui ont donc sont précipités également à venir dès les premiers jours qui ont suivi le séisme. Sur le plan culturel et littéraire, donc de la littérature consacrée au séisme donc a vu le jour. On trouve des gens qui se plaignent et des gens qui décrivent ce qui se passe avec des poèmes. Donc il y a un développement d'une certaine littérature en relation avec le séisme. Sur le plan religieux, donc on, a, on assiste où ces auteurs, ces historiens relatent que les gens, donc après ces événements désastreux, donc retournent à la religion, à la prière, à l'invocation, beaucoup plus ce qui se passait avant les séismes. Donc les gens font appel au spirituel, surtout parce que dans leur pensée, ces événements, donc les catastrophes naturelles, ces séismes, sont en relation avec une colère de Dieu, donc la colère divine. Donc on revient vers Dieu pour demander pardon. Madame Touria Mrabat Azawan a étudié les grands séismes historiques au Maroc, donc dans sa thèse de troisième cycle et dans sa thèse d'État. Elle cite que les événements sismiques durant le Moyen-Âge au Maghreb sont très rares, donc une dizaine de séismes.
dont une dizaine de séismes, un peu plus. La plupart sont au Maroc et en Tunisie, et contrairement à ce qu'on pense, moins de séismes ont été cités dans les sources historiques qui sont survenus en Algérie. Il a dressé cette carte sur laquelle il montre les grands séismes historiques dans le Maghreb depuis le 5e siècle jusqu'au 20e siècle, oui, jusqu'au 21e siècle. Et donc, il consacre seulement des points au niveau de la Tunisie à des séismes du 5e siècle, du 9e et du 10e siècle seulement. En Algérie et au Maroc, il n'a pas dressé, il n'a pas mentionné de séisme, de grand séisme, revenant à l'époque du Moyen-Âge. Et donc, seulement, il cite quelques exemples du 5e, 9e et 10e siècle en Tunisie, donc surtout près de Kerouan. Donc, les séismes qu'il a cité dans son livre, donc un livre qui est le fruit de ces deux travaux de recherche, thèse troisième cycle, thèse doctorat. Donc, dans ce livre, il cite 6 séismes au Maroc, 4 ou 5 en Tunisie et 2 séismes en Algérie, qui reviennent à l'époque du Moyen-Âge. En conclusion, on peut dire que l'apport de la civilisation arabo-musulmane au développement de la pensée sismique au Moyen-Âge constitue un grand vide à combler dans l'histoire de la sismologie. En effet, lorsqu'on revient aux quelques articles qui ont essayé de retracer l'histoire de la pensée sismologique dans le monde, on trouve surtout un saut sur le Moyen-Âge. On passe directement de la période grecque à la Renaissance, et on ne cite pas ou peu ce qui a été réalisé ou produit au niveau du Moyen-Âge, d'une part. D'autre part, les quelques historiens de la science qui ont évoqué l'apport arabo-musulman, en général, ils ont décrit cet apport comme étant un juste écho, donc sans développement, sans apport additionnel à la pensée sismique par ces savants musulmans. Donc, c'est un grand vide à combler dans l'histoire de la sismologie et dans l'histoire de la géologie en général. Les sources historiques et les récits de voyages et autres documents fournissent des informations et des données variées et importantes qui concernent la date exacte de l'événement sismique, l'heure de son apparition, le nombre de ses vibrations, l'étendue de sa propagation, le nombre de victimes qui en résultent, ses dégâts matériels, ses effets naturels, son impact sur le relief, les phénomènes associés, les autres conséquences donc politiques, sociales, économiques, culturelles. Et ces données sont très intéressantes pour l'étude du risque sismique et de la prévention sismique. Donc, ici, on a une figure qui montre les différents aspects de l'étude sismologique. Donc, on a les données historiques sont d'une importance pour reconstituer l'archive des séismes, pour pouvoir étudier et prévoir les séismes. Je pense que l'apport, ce qui est cité dans les documents arabo-musulmans au Moyen-Âge constitue un archive très très important pour la caractérisation des séismes
dans les régions du monde musulman. Et donc beaucoup sont des régions très sismiques, en Iran, Pakistan, Afghanistan, Turquie, au Levant. Donc ce sont des zones très très sismiques et les documents historiques peuvent apporter énormément d'informations pour pouvoir mieux caractériser les séismes au niveau de ces zones et pour pouvoir peut-être mieux prévoir et gérer ces zones dans ces événements. Merci pour votre attention. Bon, bon. Merci, merci Harap. Cet exposé intéressant. J'ai moi-même quelques questions à te poser et je vais évidemment d'abord laisser la parole à Alexandre. Gaston. J'ai une question très simple. Tu as dit que il y avait, on voit qu'il y a relativement peu de séismes dans le Maghreb par rapport au Maghreb et qu'en Algérie, il y a encore moins, mais c'est seulement un biais d'échantillonnage, si je puis dire. C'est un biais dû aux écrits disponibles, non? Oui, mais c'est ce que j'ai bien dit, c'est que Madame Azroual a dit que ce sont le nombre de séismes qu'il a trouvé dans les documents historiques qui parlent des séismes dans ces régions. Donc, ce n'est pas, ça ne reflète pas la vérité du sujet. Donc, on sait bien que qu'en Algérie, par exemple, le séisme de Boumerdès, le séisme de l'Asnam, etc., on a des zones très sismiques en Algérie. Et donc, c'est un biais, c'est vraiment un biais des documents disponibles. Peut-être il n'a pas beaucoup cherché, mais c'est ce qu'il a dit et il a précisé qu'il s'agit du séisme qu'il a pu trouver ou qu'il a pu faire ressortir des documents qui étaient à sa disposition. Est-ce que Philippe me demande si tu peux arrêter le partage. Oui, oui. Alors moi, je vais faire d'abord une remarque. Ce qui paraît le plus important dans cet rapport arabo-musulman, en fait, c'est une remarque faite par Avicenne et qui a très bien compris le lien entre la sismicité et la formation des montagnes. Ça, c'est le point sur lequel je pense que tu devrais insister, parce que par rapport au reste, la théorie des vents, alors certes, que ce soit les frères de la Pureté, Avicenne ou les autres, ont une théorie qui n'est pas exactement celle d'Aristote, mais ce sont quand même des variations sur les mêmes thèmes, sur des vents, et on est quand même encore évidemment bien loin des mécanismes qu'on envisage à l'heure actuelle. Alors que ce lien entre sismicité et selection de montagne, c'est quelque chose de très important et qui était effectivement correct. Et puis alors, deuxièmement, tu as mentionné, quand tu as exposé, des explications mythiques avec la baleine, etc. Ce qui est quand même frappant, alors ça rentre sans doute dans le cadre de ce que tu disais, qu'avec le temps, on invoquait des châtiments divins pour justifier les destructions des séismes. Et moi, il y a un exemple, et il y en a bien d'autres qui m'a frappé. Le grand moufti malikite du Caire, un certain Ilish, au début du XIXe siècle, invoque encore ces explications avec le taureau qui stimule la baleine et le Moncaf qui nous parle le châtiment divin. Donc, ce sont des idées qui n'ont quand même pas disparu avec le temps. Oui, bien sûr, on trouve même dans les exégètes du Coran, on trouve ces traces de pensée mythique, on trouve, mais chez les spécialistes, ce n'était pas le cas. Donc, c'était le cas
dans les classes populaires. Donc, et le Mufti, certainement, après une certaine période, donc, on avait des gens qui étaient des encyclopèdes, donc, ils avaient des connaissances religieuses dans la médecine et des connaissances sur la nature, des connaissances très avancées. Mais après, ceci a régressé et on a commencé à retrouver des gens qui sont des religieux, mais qui n'avaient pas de connaissances scientifiques, des connaissances vraies, de véritables connaissances sur la nature. Donc, c'est vrai. Donc, on peut retrouver ça. Donc, on a, par exemple, on peut retrouver également la trace de chez certains qui parlent de la terre plate, mais lorsqu'on revient vers un faqih d'Andalousie, Ibn Hazm, on trouve qu'il décrit bien, qu'il défend bien la terre ronde, donc avec des arguments scientifiques. Donc c'est vrai, ça est resté un peu plus que le Moyen Âge, mais ce n'était pas la règle générale. Donc surtout chez les spécialistes et chez les cultivés, donc chez les gens cultivés qui ont plus de connaissances sur la nature, sur les catastrophes naturelles. C'est vrai que pour Avicenne, il a vraiment été un des premiers à mettre en relation la formation de montagne avec les séismes. Donc, et là, et surtout, ce sont des séismes. Lorsque je l'ai cité dans mon exposé, je n'ai pas attribué ça à Ibn Sina, mais je l'ai cité en général, que les affaissements et les élévations de certaines zones contribuent à la formation de collines, donc à des zones montagneuses. C'est vrai que c'est une des principales réflexions d'Ibn Sina, donc cet érudit très éclairé. Donc, c'est ce que je peux dire sur tes remarques, Pascal, ou tes questions. Donc, peut-être j'ai oublié quelque chose. Ok, je voulais dire, il y a quand même quelque chose qui est aussi qu'il faut garder à l'esprit. Je crois que c'est dans la sourate 100 du Coran. Le jugement dernier est annoncé par un séisme. Hein, Oui, c'est un point que normalement j'aurais dû signaler ou dont j'aurais dû parler, c'est que dans le Coran, on signale que les séismes sont des signes de l'Apocalypse. Donc, ce sont des signes de l'Apocalypse. Il y a même un livre dans les livres que j'ai cité sur les tremblements de terre et les signes. Donc, ce qu'on appelle Asharat Sa'a, les signes de l'Apocalypse. C'est vrai. Et dans le Coran, on parle même donc que ces séismes seront très très nombreux. Donc, leur fréquence va augmenter vers la fin du monde. Et on parle des séismes essentiels et on parle des séismes des répliques. Donc, il y a le séisme Rajifa, le séisme principal, et Radifasel qui vient après. Donc, c'est vrai, c'est cité dans le Coran. Bon, on doit passer à l'exposé suivant. Merci en tout cas. Merci, je vous en prie pour cette occasion et j'espère qu'on se reverra très prochainement.